Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la recherche du bonheur. Je veux le loyer. Je peux plus attendre. Vous devez être parti demain matin. Je m'en souviens encore. Je n'avais plus que 21 $ sur mon compte en banque. C'était ma meilleure chance de prouver que je valais quelque chose. Fais-moi confiance, d'accord? Je te fais confiance. Parce que je vais avoir un meilleur travail. C'est un film avec Will Smith et d'ailleurs, il a fait ce film avec son fils. Vous voyez ici, c'est son fiston. Et là, c'est Chris Gardner. Et Chris Gardner, c'est quelqu'un qui a vécu un drame sur un plan perso. Sa femme le quitte, il est avec son fils. Il n'a pas les moyens de subvenir à leurs besoins, il n'a pas les moyens de payer le loyer. Et à un certain moment, il se bat, il se dit « je veux m'en sortir ». Et donc, par hasard, il rencontre un courtier. Faut vraiment que je vous pose deux questions. Qu'est-ce que vous faites et comment on fait? Je suis courtier en bourse. Courtier en bourse. Ah. À tous les coups, faut être allé à la fac pour faire ça, hein? C'est pas une obligation, faut être à l'aise avec les chiffres et avec les gens. Je prends note. C'est tout. Pourquoi pas moi? Et donc, il se dit pourquoi ne pas devenir courtier et il passe ce que l'on appelle le Series 7. C'est une licence pour pouvoir devenir courtier. D'ailleurs, j'ai passé cette même licence et je me souviens, c'était en 2002. Et alors, c'est marrant parce que finalement, c'est l'histoire d'un loser qui va se battre pour garder son fils et donc pour avoir la belle vie et pour avoir un bon job. Magnifique success story, magnifique film. Et en 2006, quand j'ai vu ce film, je sortais d'un divorce. Et je ne voyais pas mon fils souvent. D'ailleurs, la première année, pendant 1 an, je ne l'ai pas vu. J'étais séparé de mon fils et ça m'a fait énormément mal. Donc je passe un divorce douloureux, mais comme voilà, l'immense majorité des divorces, ça se passe mal. L'immense majorité, allez, il y en a 10-20% qui se passent bien, mais l'immense majorité des divorces, ça se passe super mal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'affect, beaucoup de passion, beaucoup de voilà, c'est pas de ma faute, c'est de ta faute, etc. Et finalement, on essaie de faire mal à l'autre et c'est généralement pas bien. Sauf que moi, j'étais trader à Londres, je suis pas issu d'une famille aisée, j'ai bossé dur pour réussir, pour obtenir des stages, pour réussir dans la finance. Donc j'avais atteint finalement mon but ultime, devenir trader à Londres, etc. Et puis, je rentre sur Paris pour rejoindre mon ex-petite amie qui me disait « je veux que tu viennes ici, et puis à Paris c'est super, tout est génial, magnifique, t'as pas besoin d'être à Londres ». Et moi je me dis « bon finalement je suis un cador, je suis le meilleur, etc. » Et ça m'était monté à la tête. Donc j'ai relâché la garde. Et là en fait ce qui m'est arrivé, j'ai rien compris parce que une fois qu'on s'est marié, juste après, mon ex-femme me demande le divorce. Elle était enceinte et puis ensuite, je suis au chômage, au RSA, j'envoie des CV, j'ai 0 réponse. Et pour moi, c'est un petit peu la descente aux enfers. Et là, je passe d'une situation où tout me souriait, où je me sentais invincible, à une situation où j'étais en position de faiblesse. J'étais complètement faible, complètement dépassé par les événements. Et c'est là où je me dis, ok, soit tu repars à Londres, mais dans ce cas, tu as 0 chance de revoir ton fils. D'ailleurs, ici, il y a 1,3 million de papas qui ne revoient plus leur enfant. Et il y a par exemple ici l'histoire de Philippe, 55 ans, il n'a plus revu ses enfants depuis 7 ans. Donc ce que je vous raconte, ce n'est pas des conneries, il y en a plein des papas qui ne revoient plus leurs enfants. Ils sont en France plus d'1 300 000 papas à ne plus voir leurs enfants. On parle d'ici de séparation généralement après un divorce qui se passe mal. Bonjour Virginie Salmen, vous êtes spécialiste des questions d'éducation ici à la rédaction d'Europe 1. Bonjour. D'abord, ce chiffre, ces pères qui ne voient pas leur enfant, ça veut dire qu'il y a combien d'enfants qui ne voient pas leur père? Près d'1 enfant de parents séparés sur 5 ne voit jamais son père. 1 sur 5. C'est une souffrance pour beaucoup de ces pères et leurs enfants, mais on va voir que c'est peut-être aussi une bombe à retardement pour la société. Donc moi, il y a des gens qui me disent « ouais, mais pourquoi, mais ceci, mais cela, je crois pas ». Va te faire foutre, parce que moi, je l'ai vécu dans mes tripes, cette histoire. Donc les gens qui te disent « ouais, mais c'est pas possible » ou ceci, va te faire foutre. Parce que cette histoire, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça aurait pu me détruire, ça aurait pu m'anéantir. Donc, ici, ce qui m'est arrivé, tout simplement, c'est que j'ai tout perdu du jour au lendemain. Et là, j'étais comme une merde et je me disais, mais je suis vraiment le dernier des losers. Et il a fallu à un certain moment que je me dise, ok, quelles sont les solutions? Tu repars à Londres, tu ne revois plus ton fils. C'est sûr et certain. Mon ex-femme, elle n'est pas méchante, etc. Mais c'est juste que c'est facile. À un certain moment, tu ne vois plus ton fils, il y a le contact qui n'est plus là, etc. Et avec le temps, tu ne le reverras plus. Et il y a beaucoup d'enfants de parents divorcés qui ne voient plus jamais leur papa. Pourquoi? Parce que
à un certain moment, prennent leur distance, etc. Donc, c'est pas évident. Ce que je veux dire, c'est que moi, à un certain moment, je me suis dit, OK, je vais vraiment me battre. Et à l'époque, je regardais les films de Rocky, L'œil du tigre, etc. Et j'ai décidé de passer l'agrégation. Alors, l'agrégation, c'est un concours pour devenir prof. Moi, je me disais, bon, c'est un concours normal. J'ai un master en finance, j'ai plein de diplômes en finance, j'ai le Series 7, comme Chris Gardner. Franchement, l'agrégation, ça doit être de la rigolade. Sauf que je ne savais pas à qui j'allais être confronté. J'étais confronté à des gens diplômés de HEC Paris, de Sciences Po Paris, de l'École Normale Supérieure, etc. Ils avaient tous une grosse carrière et ils voulaient tous devenir agrégés. Je ne parle pas des experts comptables, des notaires. Il y avait une fille qui était notaire, elle n'a même pas été acceptée à l'oral de l'agrégation. C'est-à-dire que les écrits, elle a été recalée. C'est pour vous dire, alors qu'elle avait un bac plus 7. Il y avait plein de docteurs recalés à l'agrégation. Donc moi j'arrivais, je me disais, bon, normalement avec mon niveau, c'est facile. Non, j'arrive, je me retrouve avec des gens qui ont faim. Des gens qui sont focus que sur un concours, mais moi je ne suis pas focus que sur un concours. Je joue ma survie parce que j'ai plus d'argent. Je suis dans un petit studio pourri que je loue à un pote. D'accord, il a eu la gentillesse de me le louer. D'ailleurs, grosse dédicace. Et je vois mon fils un week-end sur 2 et j'ai quasiment plus rien sur mon compte bancaire. Je me retrouve au RSA. Et là, je me dis, putain, soit tu réussis ce concours, soit tu es vraiment dans la merde. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de cette victoire. Parce que j'étais descendu tellement bas que j'avais besoin d'une victoire. J'avais besoin de me relever. Et ce qui se passe ici, c'est que c'est assez incroyable. C'est que 2 semaines ou 3 semaines avant les oraux de l'agrégation, je suis au tribunal. On va divorcer, mon ex-femme qui se tape une crise. Et moi là, je suis là, je me dis, mais c'est un cauchemar, mais je vais jamais en sortir de cette histoire. Mais c'est foutu. On est devant la magistrate, je lui explique que voilà, je passe l'agrégation. Elle dit, ok, c'est très bien, comme ça vous serez prof, vous aurez du temps pour pouvoir voir votre fils, etc. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je sors de ce divorce, je suis complètement ébranlé. Et là, je me dis, putain, je dois réussir ce concours, sinon je suis dans la merde. Je passe les oraux de l'agrégation. Je ne sais pas comment, mais je réussis cette agrégation. Et je me souviens du jour où ils annoncent les résultats. Ils annoncent, normalement, tout le monde est content et tout le monde autour de moi était content. Moi, ils me l'annoncent et je me dis, ok, super, j'ai évité le pire. Encore une fois, voilà, là c'est quelqu'un qui a passé l'agrégation. Il dit comment préparer l'agrégation m'a brisé. Vouloir accéder à l'élite professorale française m'a entraîné dans une infernale spirale de stress et de dépression. Et moi, j'ai réussi l'agrégation en plein divorce. Et donc, je voulais juste vous dire, c'est que l'agrégation en France est vraiment sélective. Pour les rigolos qui disent ouais c'est un concours, blablabla, il y a des gens de HEC, de l'ESSEC qui ne le réussissent pas. De Sciences Po Paris, je connaissais une fille qui avait un master à Dauphine, qui l'a retenté 5-6 fois, qui ne l'a pas réussi, alors qu'elle a un master en finance de Dauphine. C'est juste pour vous dire la difficulté de ce concours. Et moi je me disais, encore une fois, c'était une question de survie, de vie ou de mort. Je réussis ou je suis chômeur et je suis dans la merde. Et là juste après, qu'est-ce qui se passe? Je publie des bouquins. Alors bien sûr c'est un peu fou ce que j'ai fait, mais c'est ma mère qui me rend visite et qui me dit écoute, tu dois écrire un bouquin. Je lui dis attends, je viens de vivre une situation de merde. Je viens de passer l'agrégation dans des conditions catastrophiques. Il y a un mec qui en parle, il dit l'agrégation m'a brisé. Moi, non seulement j'ai eu ça, plus le divorce, plus j'ai tout perdu. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire que en fait l'agrégation pour moi c'était rien parce que voilà, j'avais le job de mes rêves, etc. et j'avais tout perdu du jour au lendemain. Donc psychologiquement il fallait faire le comeback. Et ma mère qui me dit écris ce bouquin. Et donc j'écris ces bouquins. Et puis ce qui est incroyable, c'est que ces bouquins me permettent d'avoir une médiatisation. Là, il y a une interview dans Le Monde. Je passe sur le Trésor de France 2. Notre invité, Tammy Kabbage, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été trader pendant 8 ans. Aujourd'hui, vous êtes professeur d'économie à l'Université d'Orléans. Ce qui est arrivé à Jérôme Kerviel, est-ce que ça aurait pu vous arriver à vous? Vous savez, sans vouloir faire de formule choc, nous sommes tous des Jérôme Kerviel en puissance. C'est-à-dire qu'en situation d'incertitude, les travaux de recherche montrent que tous les individus sont soumis à des biais psychologiques, c'est-à-dire qu'ils sont dominés par leurs émotions. Et donc, ça se travaille, ça se domine les émotions, mais ça demande, effectivement, ça exige un travail sur soi. Je passe sur tous les médias, etc. Et là, je me dis, super Tammy. Bon, t'en as bavé, t'as galéré, mais t'as échappé au pire. Non. Fin 2009, je frôle la mort à 2 reprises. Je tombe sur le crâne, burn-out. Et là, je me dis, vraiment, t'as pas de chance. Vraiment, t'es un gros loser et vraiment, tu vas tout rater dans ta vie. Et j'ai eu la sensation, à ce moment-là bien précis, d'avoir, ça y est, complètement raté ma vie parce que après l'agrégation, les années qui ont suivi, ok, j'ai écrit des bouquins, j'ai été médiatisé,
J'étais triste, j'étais pas bien dans ma peau. Et vraiment, ma seule raison de vivre, c'était mon fils. C'était lui qui me donnait la force de tenir. Mais je suis quand même, voilà, je suis fauché, je suis séparé de mon fils. Je le vois un week-end sur 2. Mon job ne me passionne pas. Et je vis dans la solitude. Mes parents sont loin, quasiment mes potes, ils sont tous mariés, etc. Donc je suis solitaire. Je me dis, putain, quelle vie de merde. Et mon erreur à l'époque, c'était quoi? C'était que je pensais que finalement, il suffit d'avoir un job, une bonne situation pour réussir dans la vie. Et j'avais tort. En fait, à l'époque, j'étais complètement perdu. J'avais pas de GPS, j'étais désorienté et je savais pas quoi faire. Et pour moi, ça a été finalement le meilleur déclic de ma vie. Le déclic dont j'ai eu besoin. Pourquoi? Parce que je me suis enfin posé les bonnes questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Dans quel domaine est-ce que je pourrais être utile? Est-ce que je suis prêt à subir ma vie jusqu'à ma mort, jusqu'à la fin de mes jours? Et je voyais ce prof, la soixantaine, dans un lycée de banlieue, qui baissait la tête et on voyait qu'il subissait sa vie et qu'il détestait sa vie, qu'il détestait son quotidien. Et je me suis dit, c'est pas ce que je veux. Et là, je suis passé en mode agir. Pas en mode turbo, mais en mode agir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là bien précis, j'ai compris que oui, tu peux réussir. Oui, tu peux devenir libre financièrement. Ça passe par un processus. D'abord, apprendre. C'est-à-dire mettre de côté ton ego. Il y a beaucoup de gens, ils disent, voilà, je suis diplômé, bac plus 5. Mais en fait, ils sont fauchés. Je suis centralien, je suis polytechnicien. T'es fauché. C'est-à-dire, si tu es dépendant, et j'en connais plein, si tu es dépendant de ton job polytechnique, tu te la gardes. Centrale Paris, on s'en fiche. L'agrégation, on s'en fiche. À un certain moment, il faut vraiment avoir cette humilité de, ok, voilà ma situation, qu'est-ce que je veux faire pour m'en sortir? Apprendre. Apprendre auprès des meilleurs. Deuxièmement, gagner en vitesse. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire comme les autres. Tu dois fournir plus d'efforts que les autres, faire plus de sacrifices que les autres, gagner plus. Troisièmement, investir. Parce que c'est ça ce qui va te permettre après de t'en sortir. Je ne le savais pas. Quand j'ai écrit mes bouquins ont finalement été des actifs. C'est-à-dire, mes bouquins là me génèrent des dizaines de milliers d'euros par an. Ils remplacent largement un job. Si je voulais aujourd'hui arrêter de bosser, rien que mes bouquins me génèrent plusieurs salaires de prof. C'est un truc de dingue. Et donc, investir. Investir, ça peut être également investir ton temps. Créer des logiciels, écrire des bouquins, créer quelque chose qui va avoir de la valeur. Ou bien investir dans l'immobilier, en bourse, dans des business, etc. Et puis, quatrième niveau, réussir. Mais la réussite, c'est un processus, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Parce qu'une fois que tu as réussi, il faut continuer à apprendre, à gagner en vitesse. Il ne faut pas rester inerte. D'accord? If you're not growing, you're dying. Si tu ne grandis pas, tu meurs. Et ça, je l'ai compris. Sur un plan business, j'aurais pu disparaître depuis longtemps. C'est-à-dire le nombre de concurrents qui ont raconté des conneries à mon sujet, le nombre d'étudiants qui se sont révélés pas être corrects, le nombre de personnes qui me disaient je suis ton meilleur ami et qui derrière m'ont planté des couteaux dans... Non, il y en a plein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas resté inerte. J'ai avancé, j'ai progressé. Et aujourd'hui, même si on me tape dessus, ça me fait rigoler parce que j'ai atteint un autre niveau. D'accord? La réussite, c'est un processus à long terme. Au départ, vous allez galérer, mais à un certain moment, vous allez être loin devant parce que justement, vous aurez fait le travail. Donc, c'est un cercle vertueux. Et conclusion de cette histoire, à la poursuite du bonheur, le bonheur, c'est jamais acquis. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler en permanence. Moi, mon fils, c'est magnifique, je continue de le voir, il m'écrit régulièrement, etc. Voilà. C'est extraordinaire. J'aurais voulu qu'il fasse une vidéo, etc. Il m'a dit, voilà, c'est pas son truc, c'est dommage, mais j'aurais voulu. Mais parce que c'est une belle histoire et parce que, voilà, lui, il se souvient. Il me dit, papa, je me souviens quand tu étais dans la merde, quand tu étais dans ton petit studio. Il s'en souvient et il me voit aujourd'hui, il voit la différence. Et c'est ça ce qui est beau, c'est-à-dire que s'il y a eu quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui, voilà, je suis heureux et j'ai la chance d'avoir ma famille, de faire des choses que j'aime, d'exercer ma passion. Mais je sais une chose, c'est que le bonheur, c'est jamais acquis. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler en permanence. Dites-moi les amis ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez kiffé le film à la poursuite du bonheur? Est-ce que vous avez kiffé cette vidéo? Et est-ce que vous pensez que le bonheur, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis? Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!